tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteur Léo MX, qui a publié son dernier roman Le Chrysanthème et le Papillon grâce à une campagne Ulule qui s'est déroulée en 2024 et à laquelle je suis heureuse d'avoir participé. Et voici une autre petite liste de ses œuvres pour vous donner une idée des romans qu'il a écrits. Alors, nous avons un recueil de nouvelles publié avec d'autres auteurs chez Le Muscadier qui s'appelle Yel marche, Yel sème. On a un roman publié chez Explora Éditions qui s'appelle Adriel. Une nouvelle Idriss après la légende publiée dans 1001 souvenirs auto-édités par les anciens de la formation LICAR, l'Institut des carrières littéraires dont nous avons déjà de très nombreuses fois parlé sur le podcast. Ainsi que sa nouvelle La dernière fleur, alors j'espère que je prononce bien, d'Aloy, dans le recueil Renaissance publié aux éditions Bleu Héron. Bonsoir Léo et bienvenue sur ce podcast. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, comment ça va ? Eh ben très bien. J'adore le printemps, c'est ma saison préférée. En plus là, depuis 1 an, j'ai un grand jardin, donc c'est trop bien. Je peux profiter du chant des oiseaux, de faire mon potager. J'ai un bassin d'orage avec des grenouilles aussi à côté, donc quand c'est un peu la période de la reproduction en ce moment, elles font beaucoup de bruit, mais c'est chouette. Ça peut être sympa à écouter avant d'aller dormir. Ça fait un bruit de fond. Oui, complètement. C'est pas Mais mal. tu sais que justement, quand je me suis... Donc là, ça va faire bientôt 1 an que je vis dans ma tiny house. Et j'habitais en ville avant. Oui. Et il m'a fallu plusieurs semaines pour que mon cerveau arrive à s'habituer à tous les nouveaux bruits de la nature, de la nuit, pour que j'arrive à m'endormir après, tu vois, plus facilement. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Ah bah, c'est sûr que le bruit de la ville, le bruit de la campagne, c'est pas le même, effectivement. Non, vraiment pas. Moi, je sais que je vis dans une ville, mais dans un coin très campagne, parce qu'il y a des champs partout, si ce n'est des forêts. Et c'est vrai que, en fait, c'est calme. C'est très calme. À part le chant des corbeaux, moi, j'entends rien. Je suis au milieu des champs, donc ça va. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai une forêt sur 2 côtés de mon terrain. Et du coup, les oiseaux font vraiment beaucoup de bruit de manière générale, ouais, la nature est très présente. Puis en tiny house, comme la maison est moins isolée qu'une maison traditionnelle, on entend aussi beaucoup plus l'extérieur. D'accord. Vaut mieux que ce soit à la campagne, du coup, parce qu'en ville, ça serait peut-être difficilement supportable. C'est clair. Ok. Alors, commençons par une petite présentation. Qui es-tu ? Du coup, je m'appelle Léo MX, j'ai 29 ans et j'écris des histoires depuis un peu toujours, mais j'ai décidé de me lancer de manière professionnelle en 2020. Je suis aussi une personne trans, non binaire même pour être exact. C'est important parce que ça va être les thématiques LGBT de manière générale, on va les retrouver systématiquement dans mes œuvres. Mais je suis aussi quelqu'un de passionné par beaucoup de choses, notamment les livres, parce que je lis, j'écris, je suis aussi bibliothécaire. Ah, sympa. Mon métier du jour, et auteur la nuit. Oui. Et plus précisément, donc bibliothécaire, mais je fais de l'animation en bibliothèque, et je m'occupe aussi des jeux vidéo à la médiathèque, donc je suis aussi assez passionné par les jeux vidéo, et... qui m'inspire aussi du coup pour l'écriture. D'accord. Et donc, comme je disais, habitant d'une tiny house aussi en pleine campagne. D'accord. Et donc, il y a pour moi l'écologie. C'est aussi un sujet super important. J'ai fait le choix d'habiter en tiny house parce que c'est un habitat réversible, léger, qui laisse pas de traces de son passage, on va dire. Et du coup, ça va pour moi avec aussi le minimalisme, ce qui fait que je possède peu de choses. Et en même temps, quand on vit dans 24 mètres carrés, on n'a pas trop le choix que de posséder peu de choses.
Et ouais, et passionné aussi par la nature, le jardin. J'apprends à faire un potager et ça me procure beaucoup de plaisir. Ah, bah, j'imagine, c'est la vie à la campagne, ça. C'est ça. Et en plus, j'ai grandi à la campagne et du coup, y revenir, ça me fait trop du bien. J'adore. Ah bah j'imagine. Et du coup, entre ce cadre, on va dire, féerique de la campagne avec la forêt et ta passion pour les jeux vidéo et les livres, comment tu trouves ton inspiration du coup ? Comment ça te vient ? Je la trouve un peu partout. Je pense que comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, je suis un peu une éponge à tout ce qui m'entoure. Donc, chaque chose que je peux voir ou qui peut m'arriver, je sais pas, mon cerveau va faire des connexions, va faire des liens entre tout ça pour créer. Ça peut être tout bêtement, je sais pas, une fleur qui va attirer mon regard. Ça va pouvoir être une personne dans sa manière d'être ou par exemple, je sais pas, dans les transports en commun. Je vais voir une personne qui va attirer mon œil parce que, je sais pas, elle a une particularité, que ce soit un vêtement ou une façon de marcher ou voilà, quelque chose comme ça qui va m'attirer, que je vais, ouais, voilà, et engranger. Ça peut être aussi donc ouais, des univers de jeux vidéo. C'est ça que j'adore dans les jeux vidéo, c'est de pouvoir vraiment être immergé dans un univers visuel vraiment hyper vaste. Oui. Et puis ouais, la lecture, les films aussi pour tout ce qui va être storytelling. Comment est-ce que on raconte une histoire et qu'est-ce qui me procure des émotions et essayer de décortiquer pourquoi, comment ça fonctionne. D'accord. Je prends aussi parfois des notes, justement, de soit quand je lis ou je vois quelque chose qui me plaît et qui fonctionne bien pour moi, je le note. Et à l'inverse, quand il y a des choses que j'aime pas, je le note aussi pour essayer du coup de ne pas reproduire ce que moi j'ai pas aimé à la lecture, par exemple. D'accord, ok, j'imagine. Et si tu nous parlais un peu de tes histoires, de tes romans déjà publiés, de tes nouvelles, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Qu'elle mélange littérature de l'imaginaire, mais aussi un peu de contemporain en fonction des romans et des nouvelles. Voire même, oui, les deux dans le même roman, c'est le cas du Chrysanthème et le Papillon, où il y a vraiment deux univers distincts mais qui se rejoignent à l'intérieur du roman. Le Chrysanthème et le Papillon, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Anna et qui vient de perdre sa grande sœur. Une nuit, elle se réveille dans un monde qui se trouve entre celui des vivants et celui des morts, dans lequel elle retrouve sa sœur et elle veut tout faire pour la ramener à la vie. Et du coup, dans cette intrigue, on a d'un côté l'outre-monde, donc ce monde où elle va retrouver sa sœur, vivre des aventures où ça va plus se rapprocher d'un univers de fantasy avec de la magie, des créatures, des choses comme ça. Et d'un autre côté de l'intrigue, on va avoir sa vie quotidienne, donc au lycée, mais aussi avec ses deux papas à la maison, avec son groupe d'amis avec lequel elle n'arrive plus trop à s'entendre, elle trouve plus trop d'atomes crochus avec elle, et en même temps elle va essayer de découvrir pourquoi certaines nuits et pas d'autres elle se réveille dans l'outre-monde, et en gros qu'est-ce qui se passe et c'est quoi tout ça, et est-ce qu'elle peut vraiment ramener sa sœur. Donc merci. Donc je mélange les genres globalement, dans tous les sens du terme finalement. Oui. Les genres littéraires ou pas que. Je dirais aussi que la nature a toujours du coup une place quand même assez importante dans mes récits. Par exemple, dans Yel Marche Yel Sem, donc c'est un recueil de nouvelles qui se passe pendant une marche des fiertés. Ça se passe en ville, mais on a quand même trouvé le moyen de mettre un moment, un parc, et des choses comme ça, de l'ordre plus du végétal, ou en tout cas de la nature. Et aussi, souvent, de ce que je vois, le lectorat vient aussi chercher du contenu queer positif, donc LGBT plus positif. C'est quelque chose que je fais systématiquement dans mes œuvres, parce que de manière générale, la communauté LGBT+, n'est pas toujours bien représentée et pas toujours de façon positive, notamment en ce qui concerne la transidentité. Que ce soit dans les livres ou dans les films, on a hyper souvent la transidentité qui est montrée
comme quelque chose qu'il faut cacher, ou quelque chose, ouais, vraiment de négatif, quelque chose qui serait une honte. On va mettre l'accent sur l'anxiété des personnages ou sur leur difficulté à, je sais pas, à trouver l'amour, par exemple, ou des choses comme ça. Et on va aussi beaucoup mettre en avant le corps de ces personnages trans. Et j'ai envie de montrer que c'est beaucoup plus vaste que ça. Et moi, je suis trans et je suis heureux. Et donc, j'ai envie aussi de voir des personnages de fiction qui sont trans et qui sont heureux. Oui. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut faire juste avancer la société. Lui permettre de voir les choses différemment. Ouais, c'est ça, en montrant que la transidentité, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher. C'est juste, ça fait partie de nous, c'est comme ça, c'est dangereux pour personne. C'est une façon d'être au monde. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc, j'ai envie de montrer ça, et donc, de manière générale aussi, de juste montrer la diversité humaine dans ce que je fais. Donc voilà, avec beaucoup je fais, en tout cas, attention à ça, à avoir des personnages minorisés, donc des personnages LGBT, des personnages non blancs. Je dis pas forcément des personnages racisés parce que dans mes univers, il y a pas toujours, enfin le racisme n'existe pas toujours. Mais aussi des personnages féminins forts ou des personnages en situation de handicap. Enfin, j'essaye vraiment de montrer la diversité humaine en tout cas. Et de donner sa voix à tout le monde. Oui. Ok, je comprends. Et maintenant, si on revenait sur tes débuts, est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as écrite ou en fait du moment où tu t'es dit j'écrirais bien quelque chose, j'ai bien envie de raconter une histoire? Ouais, je m'en souviens. C'était, je pense, CP ou CE1, un truc comme ça. Donc, vraiment les premières années où on a appris à tracer des lettres, à écrire des mots et on peut écrire des phrases. Ma toute première histoire, je crois que c'était un truc comme un garçon qui était tellement rapide qu'on l'appelait l'écureuil. C'est mignon. Et voilà, et je sais plus trop ce qui lui arrivait, mais en tout cas, il était très très rapide. Et c'était un truc qui me plaisait quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup courir. C'est une idée, hein, c'est une façon aussi de se défouler et de se mouvoir dans l'environnement qui nous entoure. Hein. Ça peut faire du bien. Et ton premier récit écrit ou ton premier roman publié, est-ce que tu te souviens tu te souviens certainement quel il est. Oh, ma phrase est vraiment pas française. Bref, t'as compris ma question. J'arrive pas à faire ma phrase. Pour savoir, voilà, du coup, quels effets ça t'a fait et quel choix t'as fait? Tu t'es dit, c'est cette histoire-là que je vais publier, que je vais montrer au monde. Alors, la première histoire que j'ai terminée, c'était une première version du Chrysanthème et le papillon. D'accord. J'avais 16 ans. C'était, donc moi j'appelais ça un roman, mais il faisait 50 pages. Mais c'était un peu la première grosse histoire que j'arrivais à terminer. Et donc ça, c'était, je me souviens du sentiment de satisfaction, ok, je me suis accroché, j'ai réussi à finir cette histoire, c'était trop chouette. Après, j'étais aussi vachement lucide. Et après l'avoir relu, je me suis dit, ok, c'est pas au niveau pour être publié, donc j'ai encore besoin de grandir et de travailler mon écriture. Je vais rien pouvoir en faire en l'état, mais un jour, je vais avoir la maturité qu'il faudra pour pouvoir en refaire quelque chose et le sortir. D'accord. Ce qui a été fait l'année dernière. C'est ce qui s'est passé, par la suite, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, mon premier, donc le roman était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. J'étais pas du tout au courant de ma transidentité et tout ça, donc déjà toute cette partie-là était inexistante. Et c'était une période de ma vie où j'étais à fond dans les rêves lucides. Donc c'est le fait de réussir à prendre conscience qu'on rêve quand on est en train de rêver, et donc de pouvoir prendre le contrôle de ses rêves. D'accord. Donc j'ai jamais réussi à en faire en vrai, mais c'était un sujet qui me passionnait. Et donc voilà, j'avais tourné le petit roman comme ça. Et donc après ça a quand même évolué. J'ai un système de magie aussi qui s'est créé à l'intérieur de cet univers, avec des factions aussi dans l'outre-monde. Enfin voilà, beaucoup de choses comme ça.
Je suis allé plus loin aussi en parlant d'amitié et notamment de rupture amicale. D'accord. Donc voilà, j'ai pu aller plus loin à la fois dans la psychologie des personnages, dans toute la symbolique aussi autour du deuil et toutes ces choses-là. D'accord. Donc le roman ressemble vraiment plus du tout à ce qu'il était à l'époque. J'imagine. Et en même temps, il y a plus de 10 ans qu'il les sépare. Donc oui, il a eu le temps de maturer, de se créer et d'avoir tous les tenants et les aboutissants et arriver au résultat que tu as obtenu pour le publier et qui t'a plu, du coup. C'est ça. Et pourquoi et du coup, mon premier roman, mon premier roman publié, du coup, c'était Adriel, donc qui à l'heure actuelle n'est plus publié parce que j'ai récupéré les droits le mois dernier. La maison d'édition en gros a été rachetée et j'en ai profité pour récupérer mes droits, mais c'est pas du tout une décision qui remet en cause la nouvelle direction et tout ça. Et donc celui-là, c'est le roman que j'ai écrit pendant la formation de l'ICAR, justement. D'accord, ok. Voilà, donc en suivant vraiment toute la méthode de l'ICAR que, mine de rien, je continue à, oui, à utiliser maintenant. On fait une déformation professionnelle, on a écouté tout ce qu'ils nous ont dit et on fait comme tout pareil. C'est ça, et puis, alors je continue de modifier des choses et même entre deux projets, mais je vais pas travailler de la même manière. Mais globalement, il y a des bases qui restent dans ce que j'ai appris à l'ICAR. Ouais. D'accord. Et par rapport justement aux chrysanthèmes et les papillons, et le papillon, pardon, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire en auto-édition ? C'était parce qu'il était trop multigenre ou c'était une envie de ta part de développer ce côté-là ? Eh bien, en fait, mon envie initiale, c'était de le faire publier en maison d'édition. Mais j'étais parti du postulat que même s'il ne trouvait pas preneur en maison d'édition, je croyais assez en ce roman pour être capable de, moi, le pousser tout seul en auto-édition. Et l'auto-édition, c'est aussi quelque chose que j'avais envie d'essayer. Je sentais bien que je pouvais vraiment apprendre beaucoup de choses avec ça. Et globalement, j'adore apprendre. Et ça me semblait être un challenge à relever et qui était dans mes capacités tout en restant un challenge. D'accord. Tu t'en es bien sorti. Merci beaucoup. C'était en effet beaucoup de travail et en effet, j'ai beaucoup appris. Oui, parce que j'imagine entre la promotion pour le livre, la campagne Ulule, ça a dû être une sacrée période. Ouais, la campagne Ulule, c'était vraiment très très intense parce que j'étais au niveau max de la communication. J'avais prévu, je crois, 3 posts Instagram par semaine, je crois, un truc comme ça. Effectivement. Donc c'était hyper intense. En plus, c'était ma première campagne Ulule, donc il a fallu comprendre comment ça fonctionnait. C'était mon premier livre en auto-édition, donc il fallait que je comprenne les différents coûts que j'allais avoir, la timeline aussi, tu vois, de quand est-ce que je pourrais recevoir les livres, comment est-ce que tout ça allait pouvoir s'organiser et se passer. Et donc c'était vraiment très intense. J'imagine. Mais tu as dû avoir aussi la joie de voir le curseur monter au fur et à mesure que la campagne se terminait. Oui, en plus, pour une première campagne Ulule, honnêtement, j'ai demandé beaucoup. J'ai demandé 3 900 €. Et j'avais aucune idée de savoir si j'allais les avoir ou pas. Et finalement, on les a eus et c'était vraiment c'était trop bien et je ressentais tellement de gratitude envers les gens qui me soutenaient, qui poussaient le roman, qui le repartageaient. C'était vraiment incroyable. Je me disais que tout ce travail, en fait, il n'était pas fait pour rien. Et ça donne confiance dans le fait que ce qu'on fait, ça a du sens pour les gens et ça leur fait du bien, quoi. Oui. Et c'est pour ça que j'écris. Ah, voilà. Voilà la raison derrière. Et si maintenant on en venait à tes habitudes d'auteur, comment tu te lances dans une séance ? Est-ce que tu as des rituels ? Est-ce que tu as des choses spécifiques que tu mets en place avant ta séance d'écriture ou tu te lances comme ça ?
Ça varie pas mal en fonction des projets, en fonction des périodes, aussi de comment moi je me sens. Pendant longtemps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit le matin avant d'aller au travail, donc à la médiathèque. Mhm, J'ai 1 heure de trajet pour aller travailler, je me levais à 6 heures mhm, pour écrire de 7 heures à 8 heures, et à 8 heures, je partais et faire ma journée de travail. mhm. C'était ce qui me semblait le plus logique parce qu'il n'y avait pas encore toutes les pensées parasites de la journée Ouais. qui se mettaient dans mon esprit et qui me faisaient penser à autre chose. Mais là, voilà, c'est un peu différent. J'essaye plutôt d'écrire le soir en Mhm. ce moment. Ça fonctionne mieux. Je crois que je me laisse la possibilité aussi que tout ça, ça évolue, tout en essayant quand même de garder une certaine rigueur, d'écrire plusieurs fois par semaine. En vrai, écrire tous les jours, je trouve que ça me donne une dynamique qui me plaît. Mhm. Mais écrire, souvent je fais des sessions d'écriture que de 1 heure, donc 1 heure par jour, c'est voilà, c'est Ça un va. rythme que ouais, c'est ça que Ça te permet de te je suis lancer, d'écrire des ouais, trucs et d'avoir au moins la satisfaction à la fin d'avoir fait quelque chose. voilà, c'est ça. Et le fait d'écrire tous les jours, ça fait que je vois aussi le projet qui avance et j'ai pas l'impression qu'il stagne. Hmm, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Et après dans ma routine, il y a quand même quelque chose que je fais et qui m'aide à me mettre dans le mood, c'est que je crée toujours une playlist, par projet. Mhm. Et donc quand j'écoute la musique, je me plonge dans l'univers du roman et j'imagine les scènes, les personnages et ouais, et ça m'aide à me mettre dans l'ambiance vraiment pour l'écriture. D'accord. Ah bah, c'est un super rituel. Moi, j'ai pas créé de playlist, mais je sais que je peux pas écrire sans musique. OK. Peu importe Ouais. ce que j'écoute, il faut qu'il y ait quelque chose en fait qui permette à mon cerveau de se concentrer en fait. Oui, je comprends. Parce que Oui, sinon, complètement. alors là, je pars dans tous les trucs où je me trouve toutes les excuses de la planète parce que j'ai d'autres trucs à faire. C'est fou. Surtout à ce moment-là, c'est bizarre quand même, hein. Bah oui, hein. C'est bizarre, on a oh bah, il y avait la vaisselle à faire, j'avais pas vu, il faut absolument que je la fasse avant d'aller écrire, hein. C'est ça, tout à fait. Moi, c'est surtout ce que je vis en ce moment, mais bon, ça va aller, ça va Ouais. revenir. Voilà. Oui, c'est ça, c'est aussi vachement des phases. Ça reste du travail créatif, donc on n'est pas des robots et on peut pas être, toujours à fond ou hyper, rigoureux Mm. et enfin, ouais, c'est normal que ça fluctue. Mais même si, c'est vraiment pas toujours facile de vivre avec cette fluctuation-là et notamment de rebondir dans les périodes où c'est plus difficile et tout. Là, je sors un gros mois de pause d'écriture Mhm, où en gros, bah, du coup, depuis 2020, donc entre 2020 et 2025, j'avais vraiment mis l'écriture comme priorité dans ma vie. mhm. Donc, j'écrivais, j'écrivais quasiment tous les jours. Euh, Mes week-ends, je les organisais aussi autour de sessions d'écriture. Mhm. Si j'avais du temps libre, instantanément, je me disais, ça va être du temps en plus pour écrire, c'est super. Oui. Et là, j'ai ressenti ouais, un genre d'essoufflement et aussi un besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Mhm. Donc pendant ouais, un bon mois, j'ai pas écrit. Et du coup, j'ai aussi réappris à faire autre chose, ce qui est vachement important. Oui, bah oui, c'est ce que nous disait Johanna par rapport à notre créativité, qu'il faut qu'on se prenne rendez-vous effectivement avec nous-mêmes pour des sessions d'écriture et se dire ce jour-là, de telle heure à telle heure, j'écris, pour justement prendre ce rythme et cette habitude à l'écriture, mais aussi de s'ouvrir au reste du monde et de se planifier, par exemple, je crois qu'elle parlait souvent d'une visite dans un musée. Je sais pas si tu te souviens dans ses cours, et c'est vrai Oui, que voir des œuvres d'art, bah, ça peut aussi t'inspirer, donc faire autre chose que l'écriture, ça permet aussi de s'inspirer, comme tu disais au tout début, où tu observes parfois des attitudes ou des personnes dans la rue qui ont une façon d'être qui t'interpelle et tu dis ah mais ça pourrait être sympa. Bah effectivement, faut rester ouvert sur le monde. oui. Et puis je dirais aussi là, pendant ce mois de pause, ce que j'ai appris à faire, c'est de faire des choses sans arrière-pensée liée à l'écriture même, de faire des Mhm, choses vraiment pour moi et pas pour le roman en cours ou les futurs romans. De réussir vraiment à me détacher complètement de l'écriture. Et je crois que c'est mhm. de ça dont j'avais besoin et c'est ça qui m'a ouais, qui m'a vraiment fait du bien aussi. De D'accord. vraiment juste
jouer à un jeu vidéo parce que c'est fun. Et pas parce que ah tiens, celui-là il a l'air pas mal parce que la thématique fait écho au roman que je suis en train d'écrire ou en train d'analyser l'histoire et le scénario. Ouais, juste s'accorder aussi du temps De pour pause, soi et pour de juste pour plaisir. faire des choses qui nous font du bien. Voilà, juste le plaisir. D'accord, moi je comprends, c'est une bonne idée. Il va falloir peut-être que je le fasse. La semaine prochaine, je suis en vacances. Vu que j'arrive pas à écrire, je vais faire plein de trucs fun. Ouais, juste pour toi. Ouais, il va falloir. Bon, si maintenant on devait parler de ton actualité, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Est-ce que tu as une prochaine sortie de prévue ou des salons, des dédicaces en vue? Ouais, là c'est la saison des salons et des dédicaces. Mhm. Donc je suis pas mal à droite et à gauche pendant les week-ends pour les salons. Je suis à l'Ouest Hurlant ce week-end, Ok, donc 19 et 20 avril. Je serai aussi à la Marche des Fiertés de Rennes, qui est le 7 juin. d'accord. A priori aussi à la Marche des Fiertés, en gros dans le près de Nantes, pas celle de Nantes, mais celle du vignoble en gros de Nantes qui est près de chez moi. Et aussi au Salon du Livre de Trente-Mou, qui est un petit quartier vraiment hyper mignon près de Nantes aussi. Ça sera en octobre. Et après il y a d'autres dates qui se profilent, mais comme j'ai pas encore la validation exacte que ça se fera et que j'y serai, je vais pas donner les dates, mais en tout cas, tout sera mis sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet. D'accord, ok. Et donc du coup, où est-ce qu'on pourra te suivre si on veut avoir toutes ces informations? Ouais. Donc j'ai mon site internet leomxauteur.com et puis donc je suis aussi sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, mais aussi un peu TikTok. Depuis plus récemment, donc il y a moins de contenu dessus. Et un peu Facebook aussi. C'est en gros, c'est mes posts Instagram qui se republient automatiquement sur Facebook. Donc quand même, globalement, Instagram, c'est là où je vais aussi poster des stories et des choses comme ça. D'accord. Mais ouais, sinon c'est ça, mon site internet où il y a l'onglet événements et là j'ai toutes mes séances de dédicaces, mes rencontres et tout ça qui sont inscrits. Et puis ma boutique en ligne aussi. Du coup, le Chrysanthème et le Papillon, j'ai fait le choix de l'auto-éditer sans Amazon parce que je boycotte. Et du coup, il est disponible exclusivement sur ma boutique et aussi via des librairies partenaires qui vont être à Nantes et il y en a une à Rennes aussi. Ok. Eh ben, je note que donc on peut te retrouver sur ta page Astra, leo.mx.auteur et le site internet leomxauteur.wordpress.com. Je mettrai tout. Alors il n'y a plus le WordPress, c'est juste leomxauteur.com. Eh ben écoute, j'enlève ça tout de suite parce que quand je vais tout copier-coller pour mettre dans la barre d'infos, ce serait ballot. Ok. Ouais, le WordPress c'était l'ancien. Je suis désormais propriétaire d'un nom de domaine incroyable. Waouh, la classe. C'est là où on voit la professionnalisation de l'auteur. Ouais, et faire son site internet aussi, c'est tellement compliqué. Ah bah ça, la communication c'est fun, mais aussi. c'est compliqué. Faut toujours être présent. Ouais, c'est compliqué. Et alors du coup, j'ai ma newsletter aussi, puisqu'on parle de communication. Elle est donc il y a une newsletter par mois. On peut s'inscrire aussi via mon site internet. Il y a un petit onglet newsletter. Et donc voilà, c'est une newsletter par mois où je parle de mes actualités plus en détail que ce que je peux faire sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, là, le mois prochain, je vais pas mal parler donc de la réécriture d'Adriel sur laquelle je bosse en ce moment, en donnant un peu plus des détails sur les choses qui vont changer et tout ça. Et puis j'aime bien aussi rajouter de temps en temps un petit sujet. Par exemple, j'ai parlé de l'hiver en tiny house et j'ai raconté la fois où un matin, il faisait trop froid et du coup mes canalisations avaient gelé et je n'avais plus d'eau. Ah ouais. Mince. Enfin, voilà, des petits trucs comme ça, soit de la vie quotidienne en tiny house, ou le mois prochain, je parlerai aussi de l'histoire un peu, comment dire, originale de mon chat et de son adoption.
D'accord, ça marche. Bah écoute, tout le monde peut s'inscrire et puis comme ça on découvrira. Et quand tu parles des tiny house, pardon, ça me fait penser à une youtubeuse que j'ai suivie pendant un temps. Et elle, je crois qu'elle avait pas d'eau dans sa maison. Je crois pas. Elle allait se laver dans le lac, genre elle vivait dans le Colorado. Et elle allait se laver dans le lac en plein hiver. Et Ah ouais. dans la neige et tout. Mais bon, bref. C'est une idée. Ouais, il y en a qui sont motivés ou qui ont juste trouvé un terrain mais qui n'ont pas la possibilité de se raccorder à l'eau ou même à l'électricité et tout. Mais ouais, faut être motivé. Ouais, elle m'impressionnait de la voir en pleine nuit parce que je voyais la neige en fait. Tu sais, elle vit, je pense que c'est le Colorado. T'as la montagne, puis t'as une sorte de grand lac où, oui, ça doit être un grand lac, et puis t'avais la forêt, puis t'avais de la neige, et elle était en maillot de bain en train de se laver dans la rivière. Je me suis dit, oula, si elle tombe pas malade. Oui, c'est clair. Ouais. Bon, non, moi j'ai vraiment tout le confort. Je suis raccordé à l'eau, à l'électricité. Je peux prendre une douche chaude tous les jours. Ça, c'est clair. Voilà, et donc, du coup, il y a des aléas qui font que la vie en pleine nature, surtout l'hiver, c'est pas forcément terrible. Ouais, bah en vrai, c'est arrivé que 2 matins, donc ça va. C'est juste que, en gros, en tiny, ton arrivée d'eau, en gros, donc toutes les canalisations sont enterrées, sauf ce qui doit relier le sol avec la tiny, parce que la tiny, elle est surélevée, comme elle est construite sur un châssis de remorque, et donc elle a des roues. Et donc, bah, il y a cette petite parcelle de tuyaux qui est à l'air libre, et donc j'avais pas assez isolé. Ah oui, mince. Bon, bah écoute, maintenant tu sais. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, exactement. L'année prochaine, tu te feras pas avoir. Ok. Si on en revient sur les conseils de lecture et d'écriture, est-ce que tu en aurais à nous partager ? J'ai terminé récemment, c'est le dernier roman que j'ai fini là, le premier tome de Emblème de Inaciel. D'accord. C'était vraiment super. C'était une ambiance... Alors, la 4e de couverture dit ambiance Green Academia. Moi, j'ai plutôt trouvé Dark Academia, mais c'était vraiment chouette et j'ai notamment adoré Ereb, qui est le personnage principal. Je trouve hyper bien caractérisé et hyper puissant. Enfin, ouais, très très chouette. Tous les personnages et même l'univers qui mélange vraiment technologie, voire même ultra technologie, ça va plus loin que nous, et un monde qui va être plus genre révolution industrielle, un truc un peu comme ça. D'accord, légèrement steampunk. Pas steampunk, mais par exemple, il y a pas d'électricité. Si je dis pas de bêtises, c'est encore avec des calèches, enfin voilà, un univers un peu comme ça. Du coup, ça fait penser à ça. Ouais, ça fait penser à ça, ouais. Et comment les deux en fait arrivent à se mélanger dans un seul roman et à cohabiter. Enfin, c'est trop chouette, trop bien. Ouais, et je suis en train de lire le tome. Ah, il y a eu un petit bug. Allô? Ah, j'ai l'impression que... Oui, là c'est bon, je t'ai perdu. Est-ce que... Alors, je t'entends, mais ton image était figée. Ça y est. Là c'est bon, t'es revenu. C'est bon? Je suis revenu, super. Et donc là tu disais que tu finissais... Celui-là, je suis en train de lire le tome 2 de Emblème. Enchaîné. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme recommandation de lecture? L'année dernière, mon gros coup de cœur donc de 2024, c'est une duologie de dark fantasy qui s'appelle L'épée, la famine et la peste. D'accord. De Aurélie Wallenstein, donc qui est une autrice française aussi. Enfin, Inaciel est belge. Et c'était incroyable, de la dark fantasy comme j'adore, vraiment hyper sombre, hyper violente. Qui questionne un peu vraiment les travers humains et c'était génial. C'était génial avec un roman choral, donc avec dans le premier tome, il y a 3 protagonistes différents qui donnent leur voix et qui sont narrateurs. Et c'est aussi un truc que j'adore. Donc gros coup de cœur de 2024, ça. D'accord. Et est-ce que t'aurais, si t'en as envie, t'es pas obligé, nous partager peut-être un conseil d'écriture ?
trouve ça toujours compliqué de donner des conseils d'écriture parce que tout le monde est tellement différent et a comme besoin d'entendre des choses différentes, je sais pas. Je crois que moi, un truc qui a un peu tout changé, c'est le mot de persévérance. Pendant très longtemps, j'ai pas réussi à aller au bout de mes projets. Et c'est vraiment avec la persévérance que je me suis dit, OK, en fait, il faut juste que je croie dans le processus. Et il n'y a pas de raison, si je travaille sur ce projet, qu'il voit jamais le jour et qu'il soit jamais terminé. J'ai un peu ce truc-là souvent de se dire, j'ai l'impression que je vais jamais voir le bout de ce projet. Et parce que l'écriture, c'est pour moi en tout cas quelque chose d'assez lent. Et un travail vraiment sur le long terme où il y a tout le travail préparatoire qui est ce que je préfère. Le premier jet, puis alors que tu as déjà passé des mois à écrire ton premier jet, tu dois y revenir encore et encore et encore pour modifier des trucs et supprimer des trucs que tu as passé du temps à écrire. Et je trouve ça tellement difficile. C'est vrai. Et du coup, c'est ça. Dans ces moments-là, je me rappelle juste qu'il faut avoir confiance dans le processus et être persévérant et juste jamais lâcher. Et que si on lâche pas, on va vraiment réussir à aller au bout. Ok, on note, on ne lâche rien. Je crois que c'est un des mantras de Lucie, non? Je crois qu'elle nous répétait ça tout le temps. Oui, c'est possible. Oui, ouais. On ne lâche rien. Ok. Eh ben, écoute, c'est noté. Est-ce que tu veux partager encore quelque chose avec nous ou est-ce que tu nous as tout raconté? Écoute, il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire, mais là, comme ça, il y a rien qui me vient spontanément. Ok, ça marche, t'inquiète, pas de souci. Eh ben écoute, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Léo d'avoir été mon invité. Ton livre, Le chrysanthème et le papillon, est déjà dans ma palle et je compte bien le découvrir prochainement. C'est juste que comme, je sais pas si tu m'as suivi, mais en fait j'ai eu une palle mystère l'année dernière. Donc il est recouvert dans un papier cadeau. Donc je sais plus où il est. Donc, quand le hasard me le fera choisir, j'espère que ce sera bientôt, que je puisse tomber dessus et pouvoir le découvrir, parce que voilà, c'est l'envers du décor de la palle mystère en fait. C'est un mystère. Voilà. Donc écoute, merci beaucoup d'être venu et puis merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver Léo sur sa page Instagram leo.mx.auteur. Merci Léo, à bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite.